Sur mon écran, c'est bon pour vous? Oui, oui, c'est bon. Bon, allez, bonjour à tous. Merci Étienne de nous avoir donné l'opportunité de partager notre expérience aux étudiants. Merci aussi Monsieur Diop pour ta présentation. Donc moi, je me présente, je m'appelle Moussa Gueye. Je suis actuellement consultant R&D en, en gestion de projet, donc en gestion de projet R&D. Donc mon collègue pas collègue, c'est plus un collègue, c'est un ami. C'est Diop, il a un peu expliqué le principe de la R&D, donc je ne vais pas y revenir. Donc je vais juste partager, présenter mon parcours académique. Donc moi, après le bac, j'ai fait un DUG en physique-chimie, c'est-à-dire c'était un bac+2 en physique et chimie à l'université Cheikh Anta Diop. Après cela, je me suis spécialisé en licence physique, licence application, et en master 1, physique et application. Donc tout ça, c'était à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Par la suite, je suis venu à Bordeaux pour faire un master 2, un master de recherche, donc intitulé Laser, matière et nanosciences. Donc là-dessus, il y avait tout ce qui est optique, des cours d'optique, d'optique quantique, d'optique non linéaire, tout ce qui est sciences des matériaux, matière et la nanoscience. Donc c'était assez large comme formation. Bon, après, bon, vu que c'était un master de recherche, j'ai voulu avoir une approche un peu, mais qui se rapproche un peu de l'application. Donc moi, par l'aide de monsieur Dade Diop, qui a fait tout à l'heure sa présentation, je suis venu à Angers. Et là-dessus, j'ai bien aimé la ville. J'ai décidé d'y rester et de faire une autre formation pour renforcer mes compétences en optique et en photonique. Donc, je me suis inscrit en master de PSI. C'était en 2012 aussi. Et par la suite, j'ai fait un doctorat à l'université de Strasbourg qui est avec une spécialité en physique. Donc voilà. Et donc, du coup, je vais juste, en ce qui concerne mes expériences professionnelles, donc il est important pour moi de présenter un peu le stage que j'ai fait en fin d'études à l'université d'Angers, parce que c'est ce stage qui m'a permis de passer, de déboucher à une thèse. Donc, le stage, je l'ai fait au Le Mans. C'est un laboratoire qui se trouve dans la ville de Bordeaux. Donc ça s'appelle Laboratoire Ondes et Matières d'Aquitaine. Et le stage était pour but de faire de la génération d'impulsions THz pour faire des applications de détection, comme vous voyez dans les aéroports, tout ce qui est application de sûreté et de sécurité. Donc, bon, le principe était simple. Je pense que c'est des choses que vous avez vues en cours. C'est juste que pour générer une impulsion terahertz, on a envoyé une impulsion laser qu'on focalise dans un cristal de BBO pour faire du doublage des fréquences. Et les deux harmoniques sont focalisées dans l'air. Et là-dessus, on génère un placement. Donc, ce placement il contient des propriétés c'est des sources qui sont très pénétrantes et peu ionisantes. Donc ça permet de faire de la détection sans pourtant détruire l'échantillon sondé. Donc bon, ce qui est important, c'est les compétences que j'ai pu acquérir durant ce stage. Donc il y avait typiquement du montage de bandes optiques pour faire la génération et la détection. J'ai fait aussi de la métrologie optique, parce qu'une fois que tu génères une impulsion, il faut savoir la caractériser par des méthodes optiques, afin d'avoir des informations sur le champ électrique, sur les puissances, sur toutes ces propriétés-là. Et il y avait aussi une partie de modélisation, ce qu'on appelle l'effet Kerr. Ça a été fait sous MATLAB.
Donc là-dessus, c'est un stage qui s'est très bien passé, et ce qui m'a permis d'obtenir une thèse au CNRS de Strasbourg, dans un labo qui s'appelle IPCMS, c'est le laboratoire, c'est Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg. Donc là-dessus, c'est une thèse qui a été rattachée à l'Université de Strasbourg, et dont l'intitulé était l'étude de la conversion d'énergie lumineuse en énergie mécanique à l'échelle moléculaire. En fait, il faut savoir que la conversion d'énergie, on peut avoir une conversion d'énergie lumineuse en énergie électrique, comme pour des applications photovoltaïques. Mais nous, on était dans le sens où on étudiait la conversion de l'énergie lumineuse en énergie mécanique. Et tout part de l'œil. Comme vous savez tous, dans l'œil, il y a la rétine. Et la rétine déclenche via l'absorption de la lumière le cycle visuel. Donc, en fait, le cycle de vision commence par une réaction qu'on appelle une isomérisation. Donc, dans l'œil, il y a un chromophore qu'on appelle 6, qui, via la lumière, déclenche un changement de conformation, c'est-à-dire une rotation autour de cette double liaison pour donner une autre conformation. Ça, c'est une fonction biologique qui déclenche le cycle visuel. Donc, nous, on est parti d'une approche qu'on appelle biomimétique. On va essayer de concevoir des molécules artificielles avec des structures qui se rapprochent de la rétine pour essayer d'imiter ce type de réaction. Et ce, dans le but de faire des applications pour concevoir des moteurs moléculaires ou faire des principes de photocontrôle. Parce que là-dessus, il y a cette torsion qui est une rotation autour de la double liaison, ça fait par une conversion de l'énergie lumineuse en énergie mécanique. Donc pour cela, pour étudier ces molécules, pour voir est-ce qu'ils peuvent travailler, peuvent être comparés comme la hantise rétinale, donc il fallait faire ce qu'on appelle de la spectroscopie. Donc, la spectroscopie, comme vous le savez, c'est l'interaction entre la lumière et la matière. Et ça te donne des notions, des informations sur la propriété de la matière. Et nous, on faisait de la spectroscopie pompe-sonde. Donc, il fallait mettre en place ce dispositif expérimental que vous voyez là, qui utilise à la fois des lasers pour la génération d'impulsions, des techniques d'injection de laser dans des fibres optiques pour générer des impulsions larges. Donc, il y a la partie mécanique avec toutes ces platines de translation qu'on utilise pour gérer le temps de recouvrement entre la pompe et la sonde. Il y a toute une partie aussi électronique pour la partie détection du signal et la partie aussi process. Donc, ça a été très riche parce que ça demande ça permet d'acquérir des notions en laser, donc tout ce qui est optique, en optique non linéaire aussi pour tout ce qui est génération et d'impulsion, que ce soit dans un gaz ou dans un cristal de BBO, et la partie électronique, pour tout ce qui est la partie détection. Donc, grâce à ce dispositif, on peut avoir une information sur la dynamique de ces molécules quand on les excite, et remonter à l'information principale, à savoir les vitesses de réaction, les rendements quantiques, et voir aussi comment on peut aider les chimistes qui synthétisent ce type de molécules à optimiser leur synthèse en changeant la structure de la molécule, donc en faisant des substitutions ou en rallongeant la chaîne moléculaire. Donc, en gros, cette thèse a été bénéfique parce que j'ai pu avoir 8 publications, dont une qui a été publiée dans Nature. Donc, ça a duré 3 ans et demi. Et grâce à cette thèse, j'ai pu avoir des compétences techniques larges dans le domaine de l'optique, de l'électronique, et aussi en termes aussi des compétences opérationnelles, parce qu'il y avait la partie gestion de projet,
même si elle n'est pas très bien mise en avant quand on fait une thèse, mais une thèse, il faut savoir, c'est un projet que le doctorant gère lui-même. Donc, il y avait aussi des compétences qu'on peut développer en termes de communication, parce qu'il y a des conférences qu'on fait souvent, là, et des séminaires, et aussi des compétences rédactionnelles, parce que bon, il y a des articles à rédiger et un rapport de thèse au final à rédiger. Il y a aussi des compétences relationnelles, parce qu'on travaille tout le temps en collaboration avec d'autres chercheurs qui sont un peu partout dans le monde. Donc là, c'est un aspect important pour la suite. Donc, parlons de la suite. Après la thèse, moi, parce que bon, étant donné que moi, j'avais eu la chance de faire une thèse où il y avait un développement instrumental, mais les études étaient plutôt fondamentales et j'ai voulu quand même être plus proche de l'application, donc faire de la R&D. Donc, il fallait que je quitte le monde académique pour aller dans le monde privé. Et c'est là-dessus que j'ai été recruté par une société qui s'appelle Capgemini, qui est, qui est une société de conseil. En fait, eux, ils recrutent des ingénieurs et des docteurs et ils les envoient en mission chez leurs clients. Ils interviennent dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le médical, que ce soit en sciences, que ce soit en environnement, en chimie, en pharmacie. Bon, ils interviennent dans tous les secteurs. Moi, j'ai été recruté pour travailler chez un client qui s'appelle CSTB. Donc là, vous voyez, c'est le secteur du bâtiment. Donc, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et pour une mission R&D qui consiste à, je vais y revenir tout à l'heure, mais en fait, en gros, ça consiste à mettre en place un détecteur qui permet à temps réel de détecter la présence de l'amiante dans les chantiers de construction. En fait, l'amiante, c'est des fibres qu'on utilise dans les bâtiments pour faire de l'isolation thermique, pour faire aussi des isolations acoustiques dans les faux plafonds. Et aussi, ils ont des propriétés, parce que c'est en termes de résistance et de durabilité. Donc, on les utilise aussi sur tout ce qui est dalles de sol voilà, que vous voyez dans les anciennes maisons. Mais il se trouve au cours du temps que l'utilisation de l'amiante a été interdite en France parce qu'on a vu qu'il développe des propriétés cancérigènes. Donc, les gens qui avaient l'habitude de travailler avec ces matériaux-là, durant quelques années, ont développé des maladies, des cancers, et c'était dû à l'amiante. Donc, en France, on a interdit l'utilisation de l'amiante, mais par contre, l'État voulait faire, dans le cadre des transitions énergétiques, l'État s'est lancé, l'État français, je veux dire, s'est lancé sur la rénovation des bâtiments. Et il y avait la problématique de l'amiante qui était posée, parce que pour faire la rénovation, il faut casser. Et si on casse des murs, il y a les fibres d'amiante sur les anciens bâtiments qui se libèrent. Et les gens qui respirent l'air peuvent être exposés plus tard à des problèmes de cancer. Donc, la solution était de faire le diagnostic, parce que les techniques qui sont actuellement présentes n'étaient pas évidentes et ils sont coûteux. Donc, ça a coûté très cher à l'État de pouvoir faire ces principes de désamiantage. Donc, pour cela, ils ont voulu avoir une approche R&D qui consiste à développer un outil qui est basé sur la spectroscopie Raman, qui permet in situ de détecter la présence de l'amiante sans pourtant être exposé. Et ça peut être une solution qui est rapide, parce que les gens qui travaillent, il faut qu'ils sachent que l'air est pollué ou pas, et aussi une solution qui est moins coûteuse.
Donc moi, j'ai été recruté dans le groupe où il y avait d'autres collègues, des chimistes, aussi des physiciens aérosols. Et moi, j'avais la casquette optique. Et mon rôle était de faire la conception et le développement de cet appareil. Donc, c'est un projet qui a duré presque 3 ans et demi, 4 ans. On a mis en place un prototype qui était fonctionnel, mais il y avait la partie industrialisation à faire. Malheureusement, le CSTB n'était pas apte pour gérer cette partie-là. Donc, ma mission s'est arrêtée là-dessus. Donc là, j'étais dans dans le secteur du bâtiment et j'ai quitté le secteur du bâtiment parce que ma boîte m'a envoyé en mission chez un autre client qui s'appelle Hutchinson, qui est une industrie. Et ils ont développé aussi des activités dans l'aérospatiale, notamment en aéronautique. Et moi, j'ai été recruté en tant que chef de projet pour faire la conception, le développement et l'industrialisation des produits aéronautiques qui sont destinés à l'application civile ou militaire. Donc, typiquement, on faisait la fabrication de ces types de boîtiers. Là, c'est des boîtiers de commande, de contrôle que les militaires utilisent ou dans les hélicos de guerre. J'avais aussi le développement des cockpits. C'est les faces avant que vous voyez dans les avions. Donc, tous ces panneaux de contrôle, c'est des panneaux aussi rétroéclairés. Il y avait aussi pour la Rafale des feux de formation qu'on les fournissait avec des clients comme Dassault. Et voilà. Donc, un chef de projet, ça nécessite aussi des compétences techniques, comme on a tout à l'heure évoqué. Et un chef de projet, c'est un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il travaille avec une équipe projet, avec tous les métiers que vous voyez ici, les métiers d'optique, tout ce qui est éclairage, qu'on appelle la photométrie, avec les métiers de mécanique, avec l'environnement mécanique que vous voyez. Ça nécessite aussi des compétences en électronique, parce qu'il y avait, tu travailles aussi avec une bureau d'études électronique. Et aussi, il y a une partie logicielle qu'on appelle du soft. Donc voilà, avec ces compétences-là, moi, j'ai pu piloter ce projet à travers une équipe projet avec plusieurs corps de métier pour faire la conception, le développement et l'industrialisation de ces types de produits que vous voyez là. Donc, ça a été une expérience assez riche aussi. Et bon, en consultant, généralement, on te recrute pour une mission bien précise. Ça peut durer 1 an, 2 ans, moins de 6 mois, tout dépend. Tout dépend du client et des projets qui rentrent. Donc, j'ai pu avoir la chance de travailler avec les clients comme Dassault, comme Safran, comme Thales et Airbus, ainsi de suite. Par la suite, j'ai par la suite, j'ai intégré encore un autre client. Actuellement, je suis là-dessus, qui s'appelle Oriba. Oriba, c'est une société qui est spécialiste de l'instrumentation scientifique. Ils développent des instruments pour des clients académiques ou industriels. Donc, ça peut être des caméras, ça peut être des spectromètres. Bon, il y a tout un large panel d'instruments qu'ils développent depuis des années, hein, et qu'ils fournissent aux académiciens ou bien aux industriels. Donc là-dessus, j'ai commencé une mission qui consiste à développer une caméra de vision Indus. En fait, c'est des caméras qui permettent de surveiller des process industriels pour la fabrication des semi-conducteurs. Comme vous voyez là, il y a sur des process de fabrication des semi-conducteurs, euh, parfois les industriels ils ont besoin d'avoir des informations sur la qualité des produits. Donc l'idée, c'est de faire en temps réel une surveillance de ces process-là et voir, avoir des informations pour contrôler le système, pour limiter les profondeurs de gravure ou bien les vitesses de gravure.
Donc là, c'est tout un large de panel d'instruments pour faire ce qu'on appelle des endpoints, c'est-à-dire de contrôler les process de fabrication de ces semi-conducteurs-là. Et moi, typiquement, je travaille sur le développement d'une nouvelle génération de produits qu'on appelle la LEM, comme vous voyez là. C'est une caméra interférométrique. Donc là-dessus, il y a tous des modules optiques, électroniques qui sont dedans. Et l'idée, c'est de voir une information par interférométrie de la qualité des surfaces, des profondeurs de gravure, combinée avec des logiciels du soft. Donc, c'est typiquement ce que je faisais avant, mais sauf que là, là, c'est l'application qui est différente. Donc, j'étais dans le monde aéronautique. Là, je suis venu un peu sur des applications instrumentation en monde industriel. Donc, typiquement, ça aussi, ça nécessite des compétences en optique, en mécanique, en électronique, en soft. Il faut savoir que le chef de projet, il ne fait pas tout. Moi, j'ai des compétences en optique. Donc, les tâches qui sont liées sur la conception optique, je peux les gérer. Mais il faut savoir que un chef de projet a une équipe projet. Donc, ça peut être une dizaine de personnes parmi ces personnes, il y a des gens qui font de la conception mécanique, il y a des gens qui font de la conception électronique, la fabrication des cartes électroniques, il y a des gens qui font du développement soft. Mais c'est le chef de projet qui coordonne toute la phase de fabrication de ces instruments-là. Et donc, voilà, ça nécessite aussi, même si ce n'est pas des compétences larges, mais ça nécessite quand même de savoir ce qu'on fait, quoi, sur tous les métiers là. Donc, voilà. Donc, je m'en arrête là. Je pense que ça a été clair pour vous. Sinon, je suis là pour répondre aux différentes questions. Donc, merci pour votre attention.